Rose-Marie. Bonjour Célia. Bonjour. Donc Célia Gouveac encore une fois avec une petite interview Yes to Life en direct du désert. Et il ne fait pas chaud à 9h du matin. C'est ça. Voilà. Donc j'ai rencontré, donc je suis dans un groupe comme j'avais déjà dit auparavant. Un groupe, on est là pendant quelques jours et je rencontre des personnes certaines que je connais déjà et d'autres que je ne connais pas, mais que je tiens à entendre leurs témoignages sur les petites questions Yes to Life. Donc, Rose-Marie fait partie de ces personnes et qui a accepté de répondre aux 3 petites questions. C'est ça, sans savoir lesquelles. C'est l'aventure. C'est ça, allons-y. Voilà. Donc, Rose-Marie, je t'ai parlé un petit peu de Yes to Life. Donc, moi, j'aimerais bien, avant de commencer, savoir un petit peu qui tu es, quel rôle tu joues dans ce monde merveilleux et fou à la fois. Fou et merveilleux. Quel rôle je joue, je ne sais pas. J'essaye d'apporter ma contribution à ma façon, c'est-à-dire en essayant d'explorer d'autres possibles. Je vois bien ce qui se passe, je vois le merveilleux, je vois le délire, la folie. Et ce qui me drive, ce qui me guide, c'est mais quoi d'autre pourrait être possible? Il doit bien y avoir une autre voie. Il y a une chose qui m'a beaucoup accompagnée, enfin un livre qui m'a beaucoup accompagnée, c'est Le Cours au miracle. Et c'est un livre de qui? C'est un gros livre, en fait, canalisé par une psychologue américaine dans les années 70. Et en fait, il est né d'une rencontre entre 2 psychologues qui étaient en conflit. Et un jour, l'un des 2 a dit « There must be another way ». Il doit y avoir une autre façon. Et ça m'a profondément percutée parce que j'ai vu le beau, j'ai vu le terrifiant. Je ne veux pas dire le laid, parce que ce n'est pas une histoire de beauté, mais le terrifiant de l'humain. Et There must be another way, c'est vraiment ma conviction profonde. Et alors depuis longtemps, je repense ça. Pendant longtemps, enfant, je ne voyais pas The Other Way. Et en même temps, oui, quand même. Si je le ressentais sans le voir, en quelque sorte. À 12-13 ans, je lisais des livres de pédagogie et j'essayais d'expliquer à ma mère. J'avais lu Libres enfants de Saint-Maurice à 13 ans et j'ai expliqué à ma mère, tu pourrais m'éduquer autrement. Et évidemment, ça nous mettait très fort en conflit, elle ne comprenait pas ça. Mais The Other Way, c'est vraiment... Et je suis très inspirée par le taoïsme aussi, et je dis que c'est une histoire de voie. The way, la voie. C'est vrai. Et en même temps, j'aime bien dire une chose, c'est ne me suivez pas parce que je ne sais pas où je vais. Alors c'est vrai que je suis formatrice, je donne pas mal de formations, j'accompagne des gens aussi. Et en même temps, je sais qu'on va vers quelque chose de complètement neuf. On y va, mais on ne sait pas. Autant la chenille n'a aucune idée de ce que peut être un papillon, et elle y va. Elle y va. On pourrait dire que la chenille, elle mange, puis un jour ça s'arrête. Elle ne sait toujours pas, puis un jour ça s'ouvre, et elle ne sait toujours pas, et c'est le merveilleux. Et je crois que c'est un peu ça, et c'est ok d'être une chenille, c'est ok d'être dans la chrysalide. Moi je me sens un peu dans la chrysalide actuellement. Il y a beaucoup de choses qui sont très très condensées. Mais il y a une espèce de oui à la vie. Je suis parfaitement en phase avec toi. Ah bah génial, ça tombe bien parce qu'on va commencer tout de suite la question. Oui, d'accord, allons-y. Puisque tu rentres avec les oui et tu introduis le oui à la vie, on y va parce que c'est la première question justement. Oui. Donc concernant cette oui à la vie, fais-tu donc partie de ces personnes qui disent oui à la vie et de quelle façon? On a vu par l'introduction que c'est le cas. Donc maintenant, tu vas nous parler un petit peu de ces oui à la vie. Comment tu accueilles cette oui à la vie dans ce monde? Alors moi, mon chemin est constellé de citations. J'ai énormément lu dans ma vie, beaucoup moins aujourd'hui parce que voilà, c'est autre chose. Et puis on est à l'ère YouTube et je trouve que je passe un peu trop de temps à regarder, mais ça m'évite de lire des livres. Mais une citation, qui a été d'ailleurs reprise par Woody Allen. C'est un rabbin hassidique du XVIIIe siècle en Pologne qui avait le coutume de dire la réponse est oui, mais quelle est la question?
Et Exactement. c'est un peu ça, c'est-à-dire vraiment j'avance dans la vie en ignorante. De toute façon, la prochaine question que tu vas me poser, je l'ignore et on verra bien. Et j'aime bien cette posture d'ignorante parce que ça libère l'esprit. En fait, j'ai pas besoin de savoir, mais je découvre. Ouais. Mais il y a une adhésion. Et dans ce que je peux dire aujourd'hui, parce qu'il y a quand même quelques décennies d'expérience aujourd'hui, les cheveux blancs, ils ont l'avantage d'être le fruit de quelques décennies où tout ça a été En bagage aussi. arpenté, travaillé, exploré, etc. Cette façon que j'ai appris de vivre, en fait, c'est de dire la meilleure façon de se sortir d'une chose difficile, c'est d'y consentir. C'est de consentir à sentir ce qu'on sent et à vivre ce qu'on vit, parce que vivre ce qu'on vit, ça le rend vivant. En fait, toutes nos souffrances, elles naissent d'une résistance, d'une retenue, d'un refus de l'évidence. Et quand l'évidence est insupportable, je comprends qu'on ait envie de s'en retirer, mais j'ai appris à rester et à dire ok, c'est comme ça, mais à ne pas, comment dire, à pas céder à toutes les négociations, toutes les façons un peu biaisées de négocier avec la vie. C'est de dire ok, allons-y, puisque c'est là, allons-y. Et en même temps, je sens bien qu'il y a des parts de moi qui disent ah non, 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 non. Mais le cœur de mon être, le cœur de mon engagement, c'est oui. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et depuis tout petit, je crois. Ouais. Il y a une sorte de foi qui est là. Oui, un fil conducteur qui était, pas qui te pousse, mais qui te tire presque, on dirait. Qui est comme si c'était des petites lumières qui montrent un petit peu, sans savoir, on se dit tiens, je fais confiance, allez, je vais. Moi je crois que on n'a pas tous le même élan pour venir au monde. Il y a des histoires de généalogie, il y a des histoires... Moi j'ai l'impression que je suis venue au monde avec un élan. Avec un élan. Allez, on y va. Il y a quelque chose en moi qui dit ça suffit. Ça suffit ce truc. On y va, on trouve le nouveau chemin. Bienvenue. Et là, il y a une bonne colère, il y a une saine colère, il y a une colère qui est une puissance en fait, et qui n'est pas une puissance dévastatrice. J'ai mis du temps à comprendre. Je pense que j'ai eu beaucoup de peine à reconnaître la colère. J'ai encore de la peine parfois à la montrer. Mais je reconnais en elle, quand elle est verticalisée, je reconnais sa puissance de détermination. Et presque la nécessité de la faire sortir d'une certaine façon. Oui, mais d'une certaine façon. J'aime bien imaginer, parce que je viens de Suisse, donc souvent j'utilise l'image du jet d'eau de Genève pour parler de ça, parce que le jet d'eau de Genève c'est très très puissant, c'est assez fascinant à voir. Et si on mettait le jet d'eau de Genève à l'horizontale, c'est pas très loin du pont du Mont Blanc, qui est un pont que traversent les voitures, les piétons. Si on mettait ce jet d'eau comme ça à l'horizontale, on tuerait tout le monde. Tellement c'est puissant. C'est comme une lance de pompier, mais puissance, je sais pas combien. Et quand on le verticalise, c'est extraordinaire. Ça fait un effet d'élévation. Et ça densifie la puissance et ça élève. Et pour moi, la colère bien vécue, c'est ça. C'est ce truc qui redresse et qui dit oh, j'avais besoin de ça en fait. Oh. Et pas toi. Et parce que le oui à la vie, il est associé à un non, à quelque chose qui dit non, c'est fini ça. Et c'est plutôt joyeux quand ça vient. Quand ça vient, ça donne voilà. Parce que ça vient d'une conscience. En fait. Je reprends le capitaine du bateau qui reprend son gouvernail et qui dit allez, c'est là que je veux aller. Je suis tout à fait en concordance avec beaucoup de choses dont tu dis, et je me reconnais beaucoup aussi dans ces processus, dans ces parcours, qui est également, moi c'est sur la question de, quand j'étais adolescente, j'ai créé mon vocabulaire, donc j'ai rayé beaucoup de mots connus au vocabulaire, dont un des mots que j'ai rayé c'était la peur et l'autre c'est le problème.
plus, ça n'existait plus. En fait, c'est-à-dire qu'il faut trouver qu'est-ce qui remplace. Ah oui, Voilà. très bien, très bien. Donc, qu'est-ce qui remplace, qu'est-ce qui est le contraire de la peur et qu'est-ce qui est la solution. Le problème, pour moi, ce n'est pas un problème, c'est juste une solution à trouver. C'est ça. En fait, comme c'est, on va dire, plus doux, quand juste tu déplaces la vision de la chose, tu dis, mais en fait, c'est juste un problème à trouver. Donc, on va trouver la solution. Il y a un problème. Bon, s'il y a un problème, c'est parce qu'il y a une solution. Donc, on va plutôt vers la solution que vers le problème. C'est toujours l'histoire du verre à moitié plein, tu vois. C'est ça. C'est de nouveau quoi d'autre est possible. Exactement. On est be another way. There must be another way. C'est ça. Enfin, pour moi, ça traduit par ça. Ben, on est d'accord. Première question, d'accord. Première question, on est d'accord. C'est cool. What's next? On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais c'est chouette aussi d'être d'accord. Super, merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Ah, il fait meilleur maintenant. Ah oui. Il y a du vent. Il y a du vent, mais il fait chaud. Il y a un peu plus de mouches que ce matin. Elles se sont réveillées, les mouches, dans le désert. On a bien mangé et c'est parfait. Donc on revient parce que figurez-vous que une partie de ce qu'on avait gravé ce matin n'était pas enregistrée, donc rebolote. On était très contente de ce qu'on avait fait. Exactement. Et voilà, oui. Bah, ça fait partie du jeu. Je vais enlever mes lunettes. Donc on va reprendre la deuxième question sur l'art que tu as si bien répondu. Très ça va être encore mieux maintenant. De se répéter. Non, c'est difficile de redire la même chose, donc je ne vais pas dire la même chose. Ah bah tu diras comment ça vient. Mais oui, parce que la question, comment tu l'as formulée exactement? Oui, déjà? la question, est-ce que l'art peut-elle élever la conscience? Ben, c'est l'art qui révèle la conscience en fait, où la conscience se révèle à travers l'art, la plus belle façon. En fait, pour moi, la part consciente chez l'humain, la conscience qui se montre à travers l'humain, c'est une conscience créatrice. Et quand l'humain se met au service de cette qualité de beauté qu'on a à l'intérieur de nous, ben, ça produit de la beauté. Et on appelle ça de l'art, de l'esthétique. Mais j'aime bien utiliser le mot esthétique dans son étymologie, qui est la capacité de percevoir. Aïsthésis en grec, ça veut dire la capacité de percevoir, et ça donnait le contraire, anesthésie. Et je pense que quand on est dans un état anesthésié, on ne peut pas produire de l'art. C'est quand on s'éveille à notre dimension profonde, notre sens de la beauté, notre sens de l'harmonie, notre intelligence, notre sens des rapports entre les dimensions, les volumes, les sons, les fréquences, etc. Et qu'à partir de cette intelligence-là, on produit quelque chose qui n'a jamais existé. Ça s'appelle de l'art. Mais en fait, c'est une production d'intelligence, de beauté, d'harmonie, de justesse, qu'on ne découvre pas tout de suite parce que c'est le fruit d'un travail, d'une élaboration. On ne devient pas Léonard de Vinci comme ça. Ben non. Et, mais même soit si, on est Léonard de Vinci. C'est ça. Mais même si on n'a pas tout de suite du talent, ça peut être le fruit d'un réveil, plus que d'un travail. Je pense que le travail artistique, c'est quelque chose qui s'éveille en nous. Plus on se découvre capable de, plus quelque chose de cette capacité de créer, de produire se réveille en nous, et plus on le laisse nous traverser, et plus ça produit. En fait, c'est une production permanente. En fait. Pour autant qu'on se laisse traverser, qu'on se laisse inspirer. Et alors, je ne sais pas si je vais répéter des choses que j'ai déjà dit ce matin, mais peu importe. Ce que je voulais dire, c'est par rapport à la place de l'art. L'art m'a éveillée. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille où l'art n'était pas très important. Il y avait dans le salon un tableau que je trouverais aujourd'hui terriblement vilain, mais qui m'effrayait quand j'étais enfant. C'était un rocher au bord de la mer. Et mes parents n'étaient pas très cultivés par l'éducation. Donc j'ai découvert la culture à l'école, en fait, à travers des profs qui nous ont beaucoup initiés, apporté beaucoup de nourriture de cette dimension-là. La musique, la peinture, la littérature, la poésie, essentiellement. Et en fait, ça m'a vraiment réveillée. Ça m'a éveillée.
je suis sortie d'une sorte d'anesthésie, un peu comme ça, poupon. Alors c'est vrai que j'étais très très sensible à la nature et que la nature m'éveillait. Mais après, les peintres, les musiciens m'ont appris à voir et à entendre. Les écrivains m'ont appris à lire et à écrire. Et chaque fois que je me sens dans une dynamique productrice, moi j'écris un peu, je sens la joie qui vient, je sens la liberté qui grandit, je sens une sorte d'intensité, d'effervescence. Et de la même manière, quand je vois l'intelligence se révéler à travers l'art des autres. Et quand je dis intelligence, ça n'a rien à voir avec l'érudition, ni avec le savoir académique, ni rien du tout. C'est vraiment, pour moi, un bouquet d'ikebana révèle une intelligence, un sens des rapports entre les couleurs, les formes, les volumes. Et ça, c'est pour moi, ça c'est de l'intelligence. Et donc l'art, pour moi, c'est le sommet de l'expression humaine. Une recette de cuisine, ça peut être artistique et ça peut être des sommets, encore dans l'exécution, pas dans la recette, mais dans l'exécution. Et tout peut se transformer en art, pour autant que ça... Peut-être qu'il y a un art de saler la soupe qui fait que ça sera une soupe exceptionnelle parce qu'il y aura eu cette intelligence-là. Et moi, ça me fait aimer les humains beaucoup, beaucoup. Quand je rencontre ça, quand je goûte à ça, quand j'accompagne des artistes, quand je découvre leur travail, c'est fascinant pour moi. Je suis pleine d'admiration. Et vraiment, c'est une très très belle dimension de la vie. Et ce matin, on reprendra ça, mais on a parlé de la folie des humains. Et s'il n'y avait pas l'art, il y aurait de quoi désespérer. Et il y a un philosophe allemand, Schopenhauer, qui n'aimait pas beaucoup les humains, en fait, qui était très, très désespéré du genre humain, qui disait mais s'il fallait garder qu'une seule chose de l'humanité, c'est la musique. Alors lui mettait la musique par-dessus tout de tous les arts. Il disait s'il fallait garder qu'une seule chose, c'est ça. Mais en fait la musique, elle existe en soi, elle existe dans l'univers. Donc les humains la traduisent, mais ceux qui savent la traduire, Jean-Sébastien Bach, il a écouté, entendu et traduit et nous a fait entendre des choses que lui entendait, que nous n'entendions pas, et que grâce à lui on peut entendre. Et qui amplifie notre existence, qui la dilate, qui l'approfondit. Pour moi, c'est fondamental, vraiment. Et puis c'est vrai qu'au niveau de la musique, au niveau fréquentiel, c'est dément. C'est vraiment extraordinaire. Alors, moi qui pense en écoutant de la musique, notamment le solfège classique, les canons de Pachelbel et parmi d'autres, tous les classiques. Et c'est quand je suis là, en plus je suis dans la transmission en même temps avec mon propre art, si je peux dire, si j'ose dire, on va dire. Et effectivement, c'est au-delà. C'est ça. C'est au-delà, à 3 petits points. Et en fait, ce matin, tu évoquais le fait que c'était toujours subjectif, le rapport à l'art, etc. Et c'est vrai, on reçoit tous, on est touchés tous à des endroits, ça se compose avec notre propre intériorité d'une façon singulière, et en même temps, ça touche à l'universel. Après, c'est pas des jugements de valeur, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de sublime chez certains artistes qui nous font toucher à quelque chose, et puis il y a quelque chose que parfois on appelle de l'art dans le marché de l'art, qui n'est pas habité par ça. Oui. Donc, et qui est moins porteur de cet universel. Après, c'est ma position. Bien sûr, moi, je te comprends tout à fait. Mais enfin, globalement, oui, c'est ça. Mais de toute façon, d'une façon ou d'une autre, ça vient toujours toucher la personne, soit par le dégoût, soit par la sublimation, soit d'une certaine façon, ça vient toujours toucher. Et ça peut toujours amener au questionnement. Et pour moi, c'est ça l'essentiel, en quelque sorte. Ça nous éveille, ça nous réveille, ça nous questionne, ça nous réveille. Voilà. Si on se laisse toucher, justement, on entre dans une capacité de percevoir qu'on n'aurait pas perçu si l'œuvre n'était pas venue nous chercher. Exact. Oui, vraiment. Eh bien voilà. C'est bon? Oui, on pourrait dire beaucoup de choses. Mais on pourrait dire beaucoup de choses. Ouais. Merci beaucoup, Rosemary.
On va continuer donc pour la dernière question qui est la question d'actualité, sur l'actualité. Donc tu m'avais dit beaucoup de choses très intéressantes ce matin, mais que ça n'a pas été bien sûr enregistré. Merci mon petit téléphone. Donc on parlait donc de cette question de l'actualité. Comment comment tu perçois l'actualité d'aujourd'hui et comment fais-tu pour ne pas être atteinte ou du moins trop atteinte par comment dirais-je, ces moments, on va dire, de bascule. Pour moi, c'est un moment de bascule, un peu charnière, lesquels nous vivons. Bon, certains les perçoivent, d'autres pas du tout. Enfin, c'est encore une fois comme l'art, d'une certaine façon. Ça. On voit ou on ne voit pas, et puis chacun est à son step et tout est juste. C'est ça. Voilà, dis-moi. Comment ne pas être atteint, ça je pense que c'est difficile de ne pas être atteint. Comment ne pas perdre son cap, comment ne pas soit se mettre la tête dans le sable pour ne pas voir, soit ne pas s'affoler. Je pense qu'effectivement on est dans comme toi, je crois qu'on est dans une période de révélation. On n'est vraiment pas les seuls à le dire, hein. C'est ce temps de l'apocalypse où les choses se montrent, et elles se montrent enfin, parce qu'on les sentait, on n'osait pas croire que ça soit vrai. On se disait non mais c'est pas vrai, c'est pas possible, et aujourd'hui c'est tellement, ça nous saute tellement aux yeux que on peut plus faire de déni. Alors on peut faire de l'évitement, ne pas vouloir s'en occuper, ne pas vouloir voir ces choses-là. Pour ma part, moi j'ai choisi d'essayer de les regarder vraiment en face, autant que je peux. Je pense que cette année, notamment avec le film des survivantes, j'en ai rencontré quelques-unes, et de les avoir vraiment touchées, d'avoir senti en moi que tout ce qui était dit était vrai. C'était d'abord très choquant, mais ça mettait de la lumière sur beaucoup de choses qui tout à coup prenaient une espèce de cohérence. On dit ah mais ça c'est lié à ça, qui est lié à ça, qui est lié à ça, et c'est pas du tout une vision complotiste. Je crois pas, en tout cas si c'est ça, ben, j'assume le mot. Je crois que c'est tout à coup comme si on regardait l'envers d'une tapisserie, et qu'on voit les fils. On voyait une image et là maintenant on voit les fils, les connexions, les fils qui relient les choses les unes aux autres, qui paraissaient tout à fait séparées, et en fait qui sont pour moi l'image de la folie du monde, de la folie des humains, dans le sens de la démesure, et surtout de la dénaturation, de la perte de sa nature propre, qui est notre nature par nécessité. Et en même temps, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas possible, on peut pas nous dénaturer. Notre vraie nature, ben justement l'art nous montre à quel point l'humanité c'est autre chose, est capable d'autre chose. Et en fait, ce qui est en train de nous sauter à la figure comme une espèce de grenade qui explose comme ça, pour moi c'est un passage obligé pour qu'on puisse quelque part, le côté dévastateur va faire de la place, je crois, va faire que certaines choses ne seront plus possibles, et va probablement favoriser ce que je disais ce matin, qui est there must be another way. C'est vraiment, ça va ouvrir un espace qu'on n'avait peut-être pas vu, et que ce nouveau chemin-là, une fois que tout sera, on pourra plus ne pas le voir, ça pourrait, en tout cas dans mon souhait, ça pourrait éveiller ça suffit, qui devrait redresser, qui devrait nous redresser. On parlait de la colère ce matin. La colère, pour moi, elle a été longtemps un peu interdite. C'était trop important pour moi d'être gentille pour qu'on continue de m'aimer, donc j'ai caché la colère, la révolte. J'ai été assez rebelle adolescente, mais je me suis beaucoup adaptée, et jusqu'à ce que je comprenne que la colère, en fait, c'était une vraie force, c'était une puissance, pour autant qu'elle me redresse, et en fait, pour qu'il y ait un vrai oui, il faut qu'il y ait un vrai non. Oui.
C'est-à-dire que le vrai oui, il se positionne par rapport à quelque chose qui n'est pas acceptable. Pour que je puisse dire oui à quelque chose, il faut que je puisse clairement, sans équivoque, dire ça ne passera pas par moi. Donc il y a un non qui doit être très très incarné, mais sans violence et sans projection, ni jugement, ni quoi que ce soit. Mais j'aime beaucoup, moi j'ai ce background de mon jeune âge de philosophie et d'histoire de l'art. Et un philosophe que j'aime beaucoup au XXe siècle, c'est Lévinas, qui a vu la violence humaine en étant dans les camps quand il était jeune, et qui est devenu, qui était, je ne sais pas s'il était déjà étudiant en philosophie quand il était en camp, mais peu importe. Quand il en est sorti, ce qu'il a décidé d'incarner, c'est il a dit j'ai vu la violence humaine et ça ne passera pas par moi. Et il s'est engagé en tant qu'humain à répondre au monde en disant à autrui, à chaque être qu'il rencontre, je ne te tuerai point. Tout en sachant que tuer, ça peut être tué d'une phrase, ça peut être tué d'un regard. Et il a ce regard sur les êtres qui est d'un radical respect. Il a été réveillé par quelque chose qui en lui a dit non, pas ça. Et ça, pour moi, c'est la philosophie, quand on peut la vivre comme ça, quand on peut la comprendre et l'incarner, c'est un repère. Pour moi, je peux me souvenir, quand j'ai par exemple un accès de colère ou de violence ou de l'amertume ou du ressentiment, je peux me souvenir que c'est ma réponse. Ouais. Et me souvenir, qu'est-ce que je veux répondre? Comment est-ce que je veux répondre? Et si je me souviens que j'ai décidé, par exemple avec Lévinas, que ma réponse sera toujours « je ne te tuerai pas », ça me redresse et ça me rectifie. Ouais, ça te fait réveiller. Après, à toi. C'est un travail de tous les jours. De tous les jours. Je dirais de tous les instants, parce que il y a tellement de déclencheurs dans le monde actuellement. Il pourrait y avoir tellement de raisons d'être révolté, effrayé, terrifié, choqué. On l'est. Moi, je l'ai été avec toutes ces choses-là. On l'a tous été à un moment donné, de toute façon. Vraiment, vraiment. Mais justement, puisque tu parles de Lévinas, je t'ai découvert lors d'une émission avec Marie-Odile où tu parlais justement de Spinoza, mon chouchou, philosophe que j'adore, et j'aimerais bien voir ta version. À ton avis, qui dirait Spinoza en regardant ces moments qu'on vit actuellement? Bon, il serait confirmé dans sa vision du monde. Il ne se faisait pas beaucoup d'illusions non plus sur le genre humain. Il avait une grande prudence face à l'ignorance des humains quant à leurs propres conditions. Il savait, il a vécu des choses vraiment traumatisantes. Je ne sais pas jusqu'à quel point il a résolu ce traumatisme, mais je crois qu'il l'a vraiment tout à fait transmuté. Il n'aurait jamais pu écrire l'éthique s'il n'avait pas métamorphosé toute son expérience du début de sa vie. Et qui n'a pas été simple non plus. Avec le RM, avec l'exclusion de sa famille, de sa culture, de son clan. Et heureusement, il a été accueilli ailleurs et accueilli justement à nouveau une intelligence rare qui lui a ouvert des portes, mais aussi, je crois, une grande humanité. Donc, je dirais que sans se faire d'illusions sur l'humanité, il a une générosité dans son regard parce qu'il sait que toute la création est de Dieu, est faite de la même unique substance qui a permis que tout ce qui est émerge et se révèle et se produise. J'aime tellement sa façon de parler de la nature qui produit de la nature. C'est une production, encore une fois. Dieu, c'est une puissance créatrice, c'est pas un être, c'est une conscience, puissance, intelligence, amour, joie créatrice. Et donc il sait que nous sommes cela. Mais il voit aussi à quel point on s'est égaré, à quel point on a été tellement choqué par... en fait, on est de l'illimité qui arrive dans un espace-temps avec des limites. Donc, venant au monde, on se heurte. Donc, on est tout le temps choqué et jusqu'à ce qu'on trouve le bon rapport. Si on n'apprend pas à nager, la vague de l'océan va toujours nous heurter, nous mettre en danger, nous noyer. Par contre, on peut apprendre à nager. Et il nous invite à apprendre à nager et à faire grandir notre puissance d'exister
de par l'acquisition du rapport juste avec le monde. Et puis, ultimement, je le disais ce matin, mais je vais le répéter. J'ai compris. C'est tellement... moi, Spinoza, il m'a eu vraiment comme un amoureux. Tout à coup, on tombe amoureux, quoi. Je suis vraiment... je me souviens encore du moment où j'ai compris ça, c'était une espèce de « ah ». Et quand il dit « mais si c'était facile, ça se saurait ». C'est à la fin du 4e livre, début du 5e livre, où il critique un peu Descartes. Et il dit, mais oui, il montre à quel point on est dans une servitude à cause de nos affects qui viennent de tout notre rapport au monde. Et il dit, si c'était facile, ça se saurait, et c'est difficile, mais je connais un raccourci, prenez ma main. Et moi, j'ai pris sa main, et je la tiens toujours, quoique... Des fois, dans mon rapport avec lui, ce que je sens, c'est qu'il me dit « Ok, maintenant tu peux me la lâcher, Oui. Je t'attends là-bas, avance toute seule. » Ça, je sens très fort. Maintenant, tu peux avancer Je te le dis pour seule. la première fois. Ah. C'est vraiment ce que je sens dans le rapport que j'ai avec lui. Il me dit arrête de t'intéresser à qui j'étais au XVIIe siècle. Tu peux me lâcher la main, là maintenant tu peux marcher. Je t'attends là-bas. Vas-y, avance. Et ça, c'est mon rapport avec lui aujourd'hui. Mais ce qu'il dit dans le 5e livre et qui est tellement extraordinaire, c'est qu'il nous invite à reconnaître que nous sommes faits de ça et que cette présence du divin en nous nous attend là-dedans et d'avoir un amour intelligent, ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu, mais qui est, si on disait que intelligence, on oublierait le cœur, si on disait le cœur, on oublierait l'intelligence, c'est de l'amour intelligent du fait d'être cela et d'être animé par cela. Et alors, il nous invite vraiment à vivre librement, en étant toujours conscient de la présence de ça en soi. Et de là vient cette très belle phrase qui est célèbre, hein, il dit quand on vit ça, alors seulement nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Et là, il y a cette plénitude et cette béatitude qui fait que, pour moi, c'est la solution au monde. Il dit, on nous a élevés en disant, si tu ne voles pas, si tu ne triches pas, si tu ne trahis pas, si tu ne mens pas, un jour tu seras heureux, tu seras récompensé. Et lui, il dit, mais c'est parce que tu es heureux, parce que tu es habité de cette plénitude, que tu n'as pas besoin de voler, de tricher, absolument. De mentir, de trahir. Donc, on a montré l'inverse du décor, en fait. C'est une métanoïa complète. Sois d'abord dans cette plénitude-là, retrouve ta vraie nature, vis-la, sans que tu ne peux rien sans elle. Je veux dire, c'est pas moi qui fais pousser mes cheveux, c'est pas moi qui digère le repas qu'on vient de manger, ça m'est donné, ça se produit tout le temps, je suis le produit de ça, et en même temps, ça me permet de produire de l'intelligence, des rapports justes, de l'art, une politique plus harmonieuse, etc. Et alors, parce que je vis cela, alors, voilà. Je vois l'image, pendant que tu parlais, je voyais en fait comment un mariage de l'essence et l'être, je veux dire l'essence et l'être humain et l'essence de cette conscience dont tu parles, l'un dans l'autre, pour justement pouvoir ne plus avoir tous ces besoins dont on nous a dit qu'on en avait besoin, en quelque sorte. Et parce que c'est la liberté. C'est ça. Et donc il ne faut pas être libre. C'est ça. Et en fait, on est ça, et c'est au cœur de nous, et c'est au cœur de chaque cellule. C'était déjà là, depuis le début, depuis la toute première cellule, cette puissance, elle est là. L'inconnu. Et on la cherche ailleurs, et elle est là. Elle est là au cœur, depuis le tout premier moment. Le moment où ça bascule du non-espace non-temps dans l'espace-temps, ça ne nous a jamais lâchés. C'est toujours là. Et on le cherche ailleurs. Et pour revenir à l'histoire de l'art, puisque tu es artiste et que c'est ton projet, c'est oui à la vie qui se manifeste par l'art. L'art, c'est une expression de ça. Plus ou moins accomplie, mais c'est une recherche de le dire d'une façon toujours nouvelle, en fait.
Et je crois que d'y arriver, de s'en approcher, ça fait grandir la joie. Je sais pas. Ah comment oui, toi tu moi vis. je peux te dire oui, enfin, en ce qui me concerne. Moi je ne parle que pour moi, bien entendu. Mais Et ce c'est une que antidote. ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que, ouais, bien entendu, comme pour tout dans la vie, pour le développement personnel, spirituel ou autre, l'art pour moi a été l'outil que j'ai choisi inconsciemment, du moins au moment où j'ai choisi. Et cet outil, il m'a permis justement, pas seulement d'avancer dans l'art en lâchant mes acquis, mes connaissances pour devenir l'art, d'une certaine façon, devenir ce que j'ai créé en quelque sorte. Ou du moins ce qui est créé à travers moi, je ne sais même pas comment positionner parce que c'est à la fois simple et un peu complexe. Mais en même temps, je réalise aujourd'hui ô combien cet outil était là pour m'accompagner. C'est ça. Tu vois, pour m'accompagner parce que... Et pour t'accomplir, toi. Absolument. Ouais. Et c'est extraordinaire. Aujourd'hui, je vois ça d'une façon, mais tout à fait, mais alors, aux antipodes de ce que je voyais il y a 20 ans. C'est extraordinaire. Et c'est là où on reconnaît la simplicité. Justement, ce que tu viens de dire, ce n'est pas parce que tu as besoin de tuer, toutes ces choses péjoratives. C'est tout le contraire. Plus tu rentres dans cette simplicité, plus tout le reste n'a plus d'importance. Et c'est voilà, c'est cette unification en quelque sorte de l'être et de la création, la créature, les créateurs et l'œuvre en fait au même temps, parce que je pense que nous sommes des faits tous ça en réalité. Et peut-être même on pourrait boucler la boucle en disant que l'œuvre qu'on produit nous accomplit. Absolument. Ça me fait penser à Henri Miller, à la fin de sa vie, il disait mais finalement j'ai écrit tellement de livres, mais ma vraie œuvre d'art c'est ma vie. Exactement. Vraiment. Tout à fait, mais c'est vraiment ça. Et c'est extraordinaire de prendre conscience de ça, parce que beaucoup ne prendront même pas conscience de ça, mais moi je suis vraiment dans une joie et dans une gratitude infinie d'avoir compris ça. Tu vois, d'avoir compris qu'en fait, de toute façon, il fallait passer par là parce que en même temps que je pensais que je faisais ça pour l'autre, en fait, j'étais en train de faire pour moi-même. Oui. Et c'est génial. Absolument, absolument. Ouais. Voilà. Quelle richesse. Voilà, et je continue ici, dans le milieu de désert de Tunisie. Et la création telle qu'on la voit est une œuvre d'art infinie en fait. Infinie. Infinie. Enfin, c'est inépuisable. Et il n'y aura jamais de fin à ça. En plus, ça, je suis persuadée qu'il y a sans cesse des nouvelles espèces qui peuvent apparaître, des choses qui n'existaient pas avant, qui tout à coup émergent, qu'on n'aurait jamais vues. Ah, sans doute. Et c'est pas qu'on les découvre, c'est qu'elles n'existaient pas avant et que la création ne cesse de créer. Ouais, c'est ça. Comme nous sommes invités à ne pas cesser de créer. Et il y a les mouches, alors là, je sais pas quel rôle elles ont dans la création, mais... Ouais, mais a priori... Chaque être vivant a son propre rôle. Absolument. Voilà. Il faut juste qu'on trouve le bon rapport avec elle. Voilà. Merci génial. Célia. Merci beaucoup. De ces bons moments passés avec toi. Merci Rosemary. Non, mais c'est génial. Mais je suis trop contente d'être là. Et les dunes, elles m'inspirent infiniment. Là, c'est vraiment. Je suis très heureuse d'être là, de passer ces temps dans le désert avec vous, avec autant de gens qui sont aussi dans cette démarche d'aller de l'avant. Oui. Et d'aller vers soi. Et c'est génial. Je suis vraiment très contente d'être là et d'avoir l'occasion de te rencontrer, de rencontrer d'autres que j'ai interviewés, que je vais encore interviewer, avec Marie-Odile qui est un être extraordinaire, à qui je dois beaucoup pour son enseignement, qui a participé aussi d'une certaine façon à des décisions que j'ai prises par rapport à mon cheminement, et tout ça, c'est un ensemble. Oui, c'est ça, hein? C'est ça. Rien n'est organisé, mais tout se donne organiquement en fait. C'est ça. Hein, il n'y a pas d'appartenance mais tout c'est comme le levain dans la pâte, ça produit. C'est des belles rencontres, c'est vrai. Ça prend sa place comme ça se doit, sans qu'on se demande comment est-ce qu'il faut faire. Et ça vient quand. J'aime beaucoup, il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit, je ne sais pas de qui est cette citation, moi je pense que c'est un Indien
au bouddhisme, je ne sais pas, qui dit « Quand l'élève est prêt, le maître se présente ». Et j'adore cette phrase parce que c'est vraiment ça. Ça. Donc, welcome. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à toi, je te fais un bisou. Merci à vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview Yes to Life. Bye bye.